Bienvenue à Être, une émission qui lève le voile sur le regard, les aspirations des femmes, leur envie, tous des sujets complémentaires mais combien enrichissants. Et pour m'aider à la co-animation aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Guertin-Lacroix. Bienvenue sur le plateau. Animatrice à la radio, animatrice à la télé, maman, tu portes plusieurs chapeaux. Tu es une fille active et le thème de l'émission vient particulièrement te toucher par ton expérience de vie. Être en deuil, c'est quelque chose que tu as vécu très jeune d'ailleurs. Absolument. Quand j'avais 9 ans, mon père s'est enlevé la vie. Puis ce qui est assez flagué, je viens vraiment de comprendre le pourquoi du comment. En m'en venant ce matin sur la 20, je suis passée devant le cimetière où mon père est décédé. Il se nomme Raymond. J'ai rêvé à lui la nuit dernière. Puis il y a une voiture qui m'a dépassée avec en arrière écrit en gros Raymond. Puis je me suis dit pourquoi. Puis là, je viens de le comprendre pendant qu'on tourne. Incroyable. J'ai vraiment eu un beau clin d'œil. Donc, c'est incroyable. Puis d'ailleurs, le deuil, c'est plusieurs étapes, c'est plusieurs choses. Ça peut être le deuil d'un parent, le deuil d'un ami, le deuil d'un animal. Alors, êtes-vous prêts? On commence dès maintenant notre quête vers le mieux-être. Bonne émission. Comme l'émission a pour objectif d'améliorer notre mieux-être, j'ai le privilège de m'entourer de collaborateurs et d'invités spéciaux. Je vous les présente à l'instant. Tout d'abord, Jean-François Lemieux, entrepreneur avec un parcours très inspirant. En remplacement de Marc Duchesneau, vraiment merci d'avoir accepté et tu vis le deuil d'une façon très particulière en ce moment et j'ai bien hâte qu'on raconte ça à nos auditeurs. Gianna Saad, plusieurs chapeaux, maman, auteure, conférencière, mais aussi enseignante. Et tu as vécu le deuil, toi, d'une manière assez spéciale aussi. Oui. Et d'ailleurs, je veux te remercier parce que tu es sur le plateau, mais en théorie, tu ne devrais pas être avec nous. Tu fais une petite exception en quittant ta maison parce que tu es dans une période de repos. Oui. Comment ça se passe, Gianna, par rapport à ça? En fait, pour juste vous mettre dans le contexte un peu, je suis originaire du Liban. Donc, évidemment, j'ai vécu la guerre, j'avais 12 ans quand la guerre a commencé et j'ai dû émigrer ici au Québec. Donc, j'ai vécu beaucoup de traumatismes et ça m'accompagne jusqu'à maintenant. Mais il y a quelques années, un processus de stress post-traumatique qui s'est déclenché et je vis avec ça en ce moment. Je vis avec des cauchemars, avec de l'anxiété, manque de sommeil, manque d'appétit. Donc, je vis un deuil qu'on appelle un deuil migratoire. C'est un deuil où est-ce que tu quittes tout, tu laisses tes amis, tes relations, tes parents, ton foyer. Oui, tes origines parce qu'en arrivant au Québec il y a 20 ans déjà, oui, il a fallu que tu t'adaptes. Il y a le langage aussi, donc c'est vraiment des deuils différents, mais des grands cheminements. Mais quand même, tu t'es bien adaptée parce que tu es consultante, entraîneur, puis j'aime beaucoup ta mission, Gianna, c'est conduire le véhicule de votre vie plutôt que d'en être passagère. Donc, c'est vraiment être dans l'action. C'est ton retour du Liban qui te fait prendre conscience que tu n'avais pas le choix d'être dans l'action pour être bien puis t'installer ici? Mais oui, à un moment donné, on peut jouer à la victime. C'est courageux d'être victime, mais bon, de rester toute notre vie victime. Les gens, je me suis rendu compte, n'aiment pas vraiment être entourés avec des gens qui se plaignent tout le temps. Et c'était mon cas pendant 2 ans. Parce que ça a été difficile pour moi, l'immigration. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour m'habituer ici. Mais à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Et tu restes là où tu es en ce moment, tu pleures sur ton sort, tu te déprimes et bon, les années avancent. Donc, ça m'a pris, oui, une prise de conscience pour dire que non, je me lève et je fais quelque chose de ma vie. Donc, de tout ce que j'ai vécu dans la guerre m'a servi pour être la personne que je suis en ce moment. Et cela ne veut pas dire que ça s'arrête là. J'ai beaucoup de chemin à faire, c'est sûr. Mais ça m'a pris du temps pour vraiment accepter ce que je vis.
Est-ce que je peux poser une question? Ah, OK. Moi, je veux savoir, en fait, parce que tu as dit que ça fait 4 ans que tu as subi ton choc post-traumatique. Comment c'est arrivé? Tu as commencé à avoir moins d'appétit, à faire de l'insomnie. Comment ça s'est manifesté en toi? Ça a été quoi les premiers symptômes, en fait, de ce choc-là? Mais il faut dire que depuis mon arrivée ici, il y a plusieurs années, je vivais ça et je ne me rendais pas compte. Mais je pense que quand je suis devenue enseignante, parce qu'on a vécu beaucoup de traumatismes dans les écoles, et pendant que j'étais petite, quand j'avais 12 ans, il y a eu des envahissements vers l'école, des bombardements, il y a des élèves qui ont été tués devant moi, et moi, je me cachais toujours sous les pupitres pour essayer de me sauver. Mais bref, toutes ces images-là, je pense que ce qui est arrivé dans les écoles, qu'on a entendu, les fusillades dans les écoles, et étant donné que je suis enseignante, je pense, mais je ne peux pas vraiment dire que c'est ça l'élément déclencheur, mais il faut dire que j'ai toujours vécu dans les cauchemars, dans l'anxiété, dans la dévalorisation aussi. Je me sentais comme je ne vaux pas grand-chose. Mais on ne sait pas exactement l'élément déclencheur, même les psychiatres ne savent pas. Ça peut arriver comme ça, un post-traumatisme se déclenche comme ça sans qu'on sache vraiment. Il y a 2 ou 3 ans, ça s'est accentué beaucoup plus. Donc, c'est plus de cauchemars, plus d'anxiété, moins d'appétit, pas de sommeil. Fait que ça a été un deuil de ta santé par la même occasion? Oui, je peux dire que oui. Parce que je manquais d'énergie et j'avais plus de défis. Je ne savais pas qui je suis. Et c'est ça le deuil migratoire, c'est que quand tout à coup tu te trouves dans un pays, tu ne connais pas ce pays-là. Là, il faut s'adapter aux coutumes, à la langue, aux habitudes de vie. Et là, tu penses que c'est vraiment le pays ou est-ce que... Parce que moi, quand j'ai immigré, tout le monde me dit « Wow, tu es chanceuse, tu viens au Québec, donc là, tu vas être riche, tu vas travailler ou tu vas... » Oui, on a tout idéalisé le pays, mais moi, je pense qu'il ne faut pas idéaliser parce que tu peux avoir une déception arrivée au pays. Chaque pays a ses inconvénients et en fait, ses bienfaits et ses désavantages. C'était un choc quand je suis arrivée ici. Quand tu es arrivée ici, est-ce que tu as été pris en main? Est-ce que tu avais des ressources autour de toi pour t'aider à t'imprégner justement de la culture ou la majorité des gens qui, comme toi, arrivent au Québec, on les laisse peut-être un peu s'arranger toutes seules? Comment tu l'as vécu, ça, toi? Dans mon cas, je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de ressources parce que connaissant maintenant le Québec, il y a énormément de ressources. Mais moi, est-ce que j'étais au courant? Non. Je ne peux pas encore blâmer qui que ce soit. Bon, non, je n'étais pas au courant des ressources. Alors moi, pendant 2 ans, j'étais cachée sous mon lit parce que j'avais peur que quelqu'un ait envahi ma maison. J'avais peur que, surtout quand la pluie tombe, il y a des tonnerres. Et là, moi, une bombe. Alors, où est-ce que je me trouve? Sous le lit. Alors, j'ai passé 2 ans sous le lit en fait, entre le corridor, caché entre 2 murs, parce que c'est là où on se cachait au Liban. Entre un petit corridor, il y avait 2 murs qui nous protégeaient. Alors, j'ai passé les 2 ans comme ça. Et non, je n'ai pas vraiment cherché des ressources. Je ne savais pas que ça existait. Donc, j'ai vécu ces deux années-là d'une manière difficile. Puis en parlant de ressources, je vais faire un petit lien avec la pandémie parce que j'imagine que la pandémie a probablement accentué le fait que tu vas moins bien. Puis je sais pas pour vous, mais on vit tous un deuil justement de notre vie normale. Comment vous vivez ça, le deuil de perdre en quelque sorte sa liberté? C'est ça, je sais pas comment vous le vivez. Mais pour chaque personne, c'est tellement différent. Puis j'ai l'impression des fois qu'on se sent coupable de dire que pour soi, ça n'a pas été si mal. Donc moi, oui, au niveau professionnel, c'est sûr que pour plusieurs, c'est complètement différent. Mais n'empêche que, tu sais, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi. Et moi, je me suis mariée l'an passé. On devait être 150. On était 10 dans ma cour à Saint-Bruno. C'était bien extraordinaire. Mais avec mon conjoint, ce qu'on vit, c'est beau. T'sais. Puis je sais qu'éventuellement, ça va revenir à la normale, le plus tôt, s'il vous plaît, possible. Mais pour moi, ça a quand même été facile. Je m'ennuie de ma famille, je m'ennuie de mes amis, je m'ennuie de voyager, je m'ennuie des restos, j'ai hâte de prendre un bon verre de vin sur une terrasse, tout ça. Mais en général, on a un toit, j'ai quand même des sous, tout le monde est en santé dans ma famille, donc je peux pas vraiment me plaindre quand je regarde des gens autour de moi pour qui la pandémie a vraiment
eu un impact négatif. Mais c'est ça. Ça, c'est de mon côté. Moi, ça se passe quand même bien. Super. Puis toi, Jean-François, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton quotidien, puis aussi du point de vue d'un homme? Parce que souvent, les femmes, bon, on va se faire les cheveux, on va se faire les ongles, on va plus magasiner que les hommes. Fait que ça l'affecte quand même notre quotidien. Mon portefeuille est mieux garni, oui, c'est vrai, ça, parce que je dépense moins. On a plus d'argent, c'est vrai. Mais toi, Jean-François, de ton point de vue, comment tu as vécu ce deuil-là de perdre ta liberté? En fait, un peu comme le sujet un peu ici, j'ai pas été vraiment affecté. En fait, tout part d'un accident de moto que j'ai eu en 2018. Donc, la vie m'a mis en arrêt avant le COVID. Tu sais, moi, je me suis fait casser 2 jambes, donc je me suis ramassé du jour au lendemain à la maison à m'occuper de moi, puis tout OK. Donc, ce qui a été une épreuve, s'est révélé une révélation, en fait, c'est que le temps s'est arrêté. Donc, quand est arrivée la période du COVID, j'étais déjà en confinement. Donc, pour moi, il n'y avait aucun impact, tu sais. Fait que ça m'a permis de changer la donne, tu sais, puis par contre, de voir ce qui se passe un peu alentour des gens, comme tu disais, là, qui ont un impact direct avec la COVID. Un peu dans ton cas, ça devait être spécial. Parce que tu avais déjà vécu le confinement, donc j'imagine, à la limite, tu devrais être content de ne plus être seul à être confiné. Oui, ça pourrait être drôle. Les gens comprenaient ce que tu vivais. Oui, comprenaient, effectivement. Là, c'est comme on n'a pas le choix. C'est ça, puis du jour au lendemain, en même temps, ça fait drôle. On travaille toujours sans arrêt. Ouais. La vie nous pousse à être sans arrêt, puis quand ce jour-là arrête, on est dit, hey, j'arrête depuis toujours d'avoir ce temps-là. Le temps s'est arrêté. Et pour la majeure partie, on a complètement parti de l'autre côté en dire, non, mais là, je suis pas capable de gérer ce temps-là. J'ai jamais été habitué à gérer ce temps-là que j'ai en quantité infinie, pratiquement. Là. Ouais, moi, personnellement, ce que j'ai trouvé de plus difficile, c'est qu'on avait du temps pour penser et réfléchir sur nos actions. Ça a l'air spécial de dire ça, mais quand on est dans le tourbillon de la vie, on se pose... on se pose pas trop de questions. On se dit, bien, c'est ça la vie. Puis je dirais que quand tout a arrêté, là, on voit les bonnes choses, mais on voit aussi les moins bonnes choses. Puis effectivement, l'argent est un gros facteur parce que quand on travaille moins, bien, on fait plus attention à comment on dépense et vice-versa. Fait qu'on change nos habitudes de vie. La preuve, on consomme plus localement. On va faire attention aussi au nombre de fois qu'on va commander du restaurant. On dirait qu'on s'en rend plus compte. Fait que oui, moi, ça a été très négatif et positif, mais ce qui me manque beaucoup, je vais vous le dire, c'est surtout de pouvoir voir mes amis. Moi, je suis une personne qui habite seule. Bon, je suis récemment séparée. Donc, je trouve ça me manque, de pouvoir passer un moment avec d'autres personnes seules. Ça me manque beaucoup. Mais on va y arriver, là, tranquillement. On commence à avoir des zones oranges. Puis toi, Gianna, la pandémie, est-ce que ça l'a accentué, justement, le deuil que tu avais déjà vécu migratoire? Est-ce que tu avais comme une impression que c'est un retour en arrière pour toi avec tout ce qui se passe? Tout à fait. Au début, pour moi, j'étais, quand la pandémie a commencé et le confinement, donc j'étais comme en état de guerre. Parce que tout est arrêté. Je suis enfermée chez moi et c'était exactement ce que je vivais pendant la guerre. Wow. Et là, tout à coup, j'ai commencé à imaginer que les camions de l'armée passaient, l'armée était là, les gens vont m'envahir ma maison. Alors, c'est la panique, vraiment panique totale. Et même, j'avais toujours le fait d'écouter M. Legault dans ses conférences, ça me soulageait tellement parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me rassurait que non, ça va bien aller, tu ne seras pas tué et ça va. Et j'ai assez pleuré à chaque fois que je le voyais, je pleurais. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, j'aurais aimé que une personne de mon gouvernement, un président qui sortait juste pour nous rassurer que ça va bien aller, que vous n'allez pas être tués, que vos parents seront en sécurité, vos amis. Et donc, là, en ce moment, je parle et j'ai de l'émotion. Je me dis, si on avait eu quelqu'un qui nous rassurait pendant qu'on était jeunes, mais tous ces enfants-là, ils n'ont pas été tués, tous ces hommes-là, ces femmes. Alors, c'est ça que j'ai pleuré un petit peu. Et je me suis considérée, et c'est là que je me suis rendu compte que je suis
tellement, tellement privilégiée d'être dans ce pays, surtout le Québec. J'ai remercié la vie d'être encore en vie, de vivre cette pandémie, oui, mais au moins, je sens qu'il y a quelqu'un là pour moi ou pour nous qui nous protège et qui pas juste protéger, mais qui cette personne-là où les gens sentent qu'on vaut quelque chose comme personne. Malheureusement, ce n'était pas le cas dans mon pays. Voilà. C'est incroyable. Pour terminer avec ce que tu viens de dire, ce qu'on réalise avec ton témoignage, pour terminer le premier bloc, c'est que la mort fait partie de la vie. Oui. Je m'appelle Sophie Roy, je suis naturopathe et propriétaire du Centre Roseau. Mon rôle? De simplifier la santé naturelle et le mieux-être et choisir d'être la meilleure version de soi-même. Quand on veut régler certains inconforts, souvent on se met à faire des recherches, on questionne, on est confronté à une multitude d'informations. Ça peut paraître compliqué, puis on peut s'y perdre. Donc on ne sait pas par où commencer. Moi, mon rôle, c'est vraiment de regarder avec vous quelles seraient les étapes à accomplir. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui serait adapté à votre réalité personnelle et familiale? Parce que le but, c'est pas d'écraser ce que vous faites déjà puis de le remplacer par une solution miracle. Il n'y en a pas de solution miracle. La bonne option, c'est celle qui vraiment va être flexible, adaptée à vos besoins puis qui va pouvoir permettre de perdurer dans le temps. Donc, ensemble, ce qu'on regarde, ce serait peut-être les aliments à favoriser, à éviter. On pourrait intégrer des plantes, de l'aromathérapie, des nouvelles routines, aux besoins. Ça pourrait être de travailler avec mes consoeurs, donc en massothérapie, en ostéopathie, en acupuncture. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, ce que je vous invite, c'est à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc soit via le Centre Roseau ou si c'est dans une démarche plus en santé féminine, sur Naturopathie Sophie Roy. Donc, ça serait vraiment un plaisir et un privilège de vous accompagner en personne ou en virtuel. Je vous souhaite une belle journée. Pour ce deuxième bloc, on va approfondir notre sujet qui est le deuil, évidemment, avec notre homme de la situation aujourd'hui, Jean-François Lemieux. Tout d'abord, je me questionne à savoir si les femmes et les hommes vivent le deuil de la même manière. D'après toi, Jean-François? Oui. Clairement, je pense hommes et femmes, il n'y a pas de différence. Là. On peut le vivre, par contre, différemment d'une personne à l'autre. Donc, le sexe, pour moi, aucun rapport là-dedans. Évidemment, il y a des gens qui sont gravement affectés par le deuil. Moi, c'est différent. Je suis un homme de nature à chercher des solutions. Donc, dès que je me sens un peu comme dans la peau d'une victime qui joue à la victime, je ne suis pas bien. Je suis pas bien, puis j'étais constamment, là, j'étais tout de suite en mode réflexion, solution. Donc, oui, pour dire oui, mon chien. Il y a 5 étapes au deuil, donc j'ai été les chercher. C'était intéressant de savoir. Je me demandais ça venait d'où, parce qu'on dit toujours il y a 5 étapes au deuil. En fait, c'est Elisabeth Kubler-Ross qui a publié un livre en 1969 et c'est un hasard. Elle a rencontré 200 patients qui étaient en phase terminale. Puis de ces 200 rencontres, elle a retiré les 5 étapes du deuil et c'est toujours ces 5 étapes-là qu'on utilise aujourd'hui. En fait, c'est le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. T'en serais où? Parce que c'est quand même récent là, avec Box dans les 5 étapes de ton deuil. J'étais au final. Je suis vraiment dans l'acceptation de tout ça. Je suis en mode libération. Vraiment, c'est un drôle de beau cocktail. C'est un peu dans la situation, là, dans la dernière année, là, avec le COVID. J'ai vu que, on s'en allait vers la fin, là. Fait que j'ai comme eu le temps de me préparer à ça, puis de conserver les bons moments que j'ai passés avec lui, puis de m'assurer que pour nous deux, non juste pour lui, mais pour moi aussi que ça finisse bien. Fait que ton cheminement a été fait. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut se préparer à un deuil, mais quand on n'est pas préparé, c'est un peu ce que tu as vécu, Anaïs. J'imagine que les phases ont peut-être été plus longues pour toi
Bien, plus longue, mais en même temps, ces 5 phases-là, j'ai consulté, j'y connais par cœur. Puis, tu sais, exemple, ton chien qui est décédé, moi, Baya qui est décédée, tu sais, j'ai pas passé par tout ça. Je veux dire, elle est vraiment mieux où est-ce qu'elle est. J'ai donné tout l'amour qu'elle avait. C'était un membre de la famille. J'ai pleuré ma vie. Mais assez rapidement, je veux dire, même si ça me manque, je sais qu'elle est bien là. Tu sais, pour mon père, j'avais 9 ans en même temps. Oui, encore c'est là, ça, ton père explique un peu parce que tu en as parlé brièvement En gros, c'est le 15 décembre 96, un dimanche soir. On soupait toute la famille dans la cuisine, ma soeur, mon père, ma mère, moi. Puis il est descendu dans le sol, puis il s'est enlevé la vie pendant que tout le monde était là. Fait que c'est ma mère qui l'a trouvé par pendaison. J'espère que je peux aller trop loin dans les détails, mais c'est ça, tu sais. J'ai pas passé nécessairement par ces 5 étapes-là. Encore à ce jour, je sais pas si je peux dire à 100 que j'ai fait mon deuil. C'est là ma question. Mais je suis quand même bien avec ça. Je suis capable d'en parler. Ma sœur, elle a encore la difficulté. On dit le nom de mon père, puis elle se met à pleurer. Fait que, tu sais, c'est là qu'on voit que chaque personne, c'est complètement différent. Mais nous, on était des enfants. Ma mère, qui avait 39 ans à l'époque, a sans doute passé peut-être plus par ce processus-là des 5 étapes. J'ai l'impression aussi que l'âge joue pour beaucoup. Tu sais, moi, je comprenais même pas à 100 ce qui se passait. Puis quand je regarde ma filleule qui est rendue à 10 ans, tu sais, je la regarde, je fais oui, t'es une jeune femme, mais t'es un enfant, là. T'es pas une jeune femme, mais t'es une jeune fille, mais t'es vraiment un enfant. Donc, à ce jour, je sais même pas. Tu sais, je vais bien. Mais d'où la question, je pense qu'un deuil, peut-être qu'on fait jamais le deuil de certaines choses. Donc, l'acceptation ne vient jamais, d'où mon point. Mais tu vois, ma mère, mettons, quand j'en parle, elle me dit vraiment avoir fait le deuil de mon père. Puis que c'est l'homme de sa vie, elle va être enterrée à côté de lui, mais elle n'est plus en peine du tout, quand elle pense à lui, quand elle en parle. Elle en parle vraiment, puis ce n'est que sourire du bonheur. Puis elle me dit vraiment que son deuil a été fait. Je regarde ma sœur, c'est pas le cas. Fait que je pense aussi que c'est vraiment, au même titre que la peine que tu dis, peu importe le sexe, c'est vraiment chaque personne va vivre le deuil. À sa manière, à sa façon, exactement. Puis il n'y a rien qui est mieux qu'un autre, là. Mais c'est sûr que il faut consulter, il faut... Oui, bien moi, j'ai vécu un deuil. Je vais me permettre d'en parler parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de sa vie personnelle, mais je le dis tout le temps, c'est être soi-même. Moi, j'avais 17 ans. En fait, mon premier beau-père, qui s'appelait Michel, j'étais très, très proche de lui, mais ma première relation amoureuse a duré 8 ans. Puis mon beau-père, dans le fond, il est allé se coucher un soir, on lui a dit bonne nuit. Puis nous, on est allés se coucher, tout simplement. Puis moi, quand je me suis réveillée, je l'ai trouvé mort dans la cuisine. En fait, il a fait une crise cardiaque subitement. J'avais 17 ans. Puis je vous dirais que les phases du deuil, moi, je suis dans l'acceptation, oui, ça, c'est fait, mais je vous dirais qu'il y a toujours la colère qui est encore là. Donc, je pense même que quand on a passé ces différentes phases-là, il peut toujours avoir une colère parce que cet homme-là était un homme exceptionnel, il était engagé, il faisait du bénévolat, c'était le meilleur ami de ma mère à l'époque. Et je vous dirais que quand c'est subite, un peu comme ce que tu vis, je trouve ça beaucoup plus difficile parce que j'ai vécu le deuil aussi de personnes qui sont mortes du cancer proche de moi. Puis effectivement, je trouve que la phase de préparation, on peut dire un dernier au revoir, on peut dire ce qu'on avait envie de cette personne-là, comment qu'on l'aimait, mais la morale, c'est peut-être de ne pas attendre pour dire aux gens qu'on les aime autour de nous, puis d'en profiter à chaque instant parce qu'on prend la vie pour acquis. Tu sais, la vie fait partie de la mort. Mais vous ne trouvez pas qu'on prend pas un petit peu par bout la vie par acquis parce que vous avez vécu des deuils. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Mais plus on en vit des deuils, je trouve, ou du moins des gens autour de nous, qu'on est conscient de ce qui se passe dans l'actualité. Là, on n'est pas obligé de vivre tous les maux de la planète, je pense, pour être sensible à ce qui se passe. Tu sais, on revient sur la COVID, mais il y a eu une prise de conscience aussi collective, moi, que je trouve vraiment intéressante. Tu sais, la fameuse page Facebook COVID Flash tes lumières. Oui. C'est rare au Québec qu'il y avait une page Facebook avec près de 400 000 personnes que tu peux juste mettre, Jean-François, la photo justement de ton chien, puis là, tout le monde se mettait à répondre puis dire « Ah, ben moi aussi, je suis allée marcher avec mon chien. » Tu sais, il y a eu cette prise de conscience-là aussi. Donc, dans chaque laideur, dans chaque noirceur, il y a quand même toujours une petite lumière. Oui. Donc, tu sais, c'est aussi de porter attention à ça, que c'est pas tout qui est laid. Puis dans le deuil, il y en a du beau. Tu sais, moi, je ne serais pas la femme que j'étais là si j'étais pas passée par là. Puis si tu me donnais la chance de revenir à mes 9 ans puis que mon père s'enlève pas la vie, ma réponse serait non, tout simplement. Parce que tu ne serais pas la même personne. Je ne serais pas la même personne. Exact. Toi, est-ce que tu reviendrais au Québec, tu sais, à savoir tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu es heureuse du cheminement que tu as fait depuis que tu es arrivée ici?
Rendue là en ce moment, Ouais. je peux dire que oui, je suis heureuse, mais si tu me recules dans le temps, je pense que le problème, c'est que tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas conscience de qu'est-ce qu'on vit, moi, j'arrivais ici et je ne voulais pas accepter d'être ici, je ne voulais pas. Alors, et quand on a un changement, le cerveau, il crée comme une série d'adaptations cognitives et émotionnelles pour nous préparer à s'adapter à la réalité. Tandis que dans mon cas, ça a été très difficile, je ne voulais pas m'adapter, et je voulais retourner. Mais ce n'était pas vraiment possible de retourner au Liban. Alors, j'ai pleuré beaucoup. Mais la minute où j'ai accepté, bon, je suis ici en ce moment, il n'y en a pas de retour. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, ou bien j'accepte ma condition et j'essaie vraiment de... Donc, toutes ces blessures-là, toutes ces cicatrices, ou bien qui vont forger ma personnalité vers le mieux, ou bien qui vont l'empêcher d'avancer. Alors, j'avais ces deux choix-là. Donc, le moment où j'ai accepté, je suis ici, je ne regrette pas. Parce que toutes les ressources, et c'est ce que je disais à mes élèves, vous êtes tellement chanceux de vivre dans ce pays parce que toutes les ressources qu'on a, pour que le citoyen avance, ça serait dommage de ne pas en profiter. Moi, j'ai vu des ressources énormes ici, là, et malheureusement, non, je ne retournerai pas vivre au Liban. Mais... à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'un pays a priori étranger peut devenir notre pays natal? Et heureusement, je peux confirmer aujourd'hui que oui, le Québec. Wow, incroyable. Puis il reste 1 minute, Gianna, puis il y a une phrase qui complète vraiment bien le thème de la guerre, du deuil de l'émission. Tu veux que les gens se battent de manière pacifique. Je veux que tu nous expliques ça en terminant. Mais on s'est battu toute notre vie en utilisant la violence. Et j'ai compris, en fait, au Liban, ils nous ont fait comprendre que pour obtenir quelque chose, c'est la violence. Alors, moi, dans la guerre, c'était tuer pour manger, tuer pour se sauver. Donc, je vivais, et même nos dirigeants, quand ils se parlaient entre eux, c'était toujours un combat et c'est jamais respectueux. Et j'ai vécu dans cet environnement-là. Alors, moi, je veux que maintenant, parce que tout peut se résoudre et j'ai vu que même nos politiciens sont tellement respectueux entre eux. Et tout peut se résoudre d'une façon pacifique, que tout le monde a son droit au respect. Et j'ai vu des résultats. Donc, la violence... On règle rien par la violence. Exactement, ne m'a pas amené nulle part. Soyons pacifiques. Donc, c'est déjà la fin du 2e bloc. Je vais inviter les gens. Tu as un merveilleux livre que tu as publié dernièrement. Oui. On peut le retrouver sur ton site Internet, giannasaad.com. Puis également, tu es très active sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment un beau témoignage. Merci d'avoir tout le monde ouvert votre cœur. Merci. Et c'est ce qui termine le 2e bloc. Merci beaucoup. Anaïs, on peut te suivre à la radio en tant que chroniqueuse culturelle sur Cube Radio. Merci de ton partage. Puis je crois que ton père, Raymond, a tout fait pour que tu sois avec nous. Et voilà! On a eu un bel échange. Et je vais terminer avec une magnifique citation de William Shakespeare. « L'esprit oublie toutes ses souffrances quand le chagrin a des compagnons et que l'amitié le console. » Soyez mieux, prenez soin de votre mieux-être. À la semaine prochaine.